et je vais proposer à Bérangère Cunet de me rejoindre. Vous êtes notaire à la Clayette, en Saône-et-Loire. Vous étiez rapporteur de la commission Le décès au sein de la famille lors du 121e congrès des notaires de France. Et on a beaucoup parlé donc de cette proposition concernant le statut de beau-parent, et vous allez nous en parler. Merci, Monsieur de Germay. Le titre de ce colloque résume fort bien l'évolution des familles dans notre société. Du modèle familial unique, nous sommes entrés dans l'ère des familles plurielles. Comme l'écrivait déjà en 1998 le doyen Carbonnier, dans la constitution de la famille, l'élément biologique a perdu de son importance au profit de l'élément psychologique et affectif. Cette phrase n'a probablement jamais été aussi actuelle. Aujourd'hui, plus d'1,5 million d'enfants mineurs vivent dans une famille recomposée. Cela représente 1 enfant sur 10. Et si l'on ajoute les majeurs, pour lesquels il n'existe aucune statistique, près d'1 Français sur 3 serait concerné par la beauparentalité. Et pourtant, malgré cette réalité sociale massive, le beau-parent demeure largement invisible dans notre droit. Voilà tout le paradoxe. Dans la vie quotidienne, le beau-parent est souvent présent. Il accompagne l'enfant, l'aide à se construire, participe à son bien-être, souvent pendant de nombreuses années. Mais lorsque l'on ouvre le Code civil, il redevient un simple tiers. Or, le beau-parent n'est pas un parent, mais il n'est pas non plus un tiers. Il occupe une place singulière, particulière, que notre droit peine encore à appréhender. C'est précisément ce constat qui a conduit le 121e Congrès des notaires de France, présidé par Jean Castet, et réuni à Montpellier en septembre 2025 sur le thème « Famille et créativité notariale, accompagner les tribus d'aujourd'hui », à proposer la création d'une déclaration de beauparentalité. Pourquoi cette proposition ? Parce que les outils juridiques existants ne répondent pas aux réalités et aux aspirations des familles recomposées. Aujourd'hui, le beau-parent dispose essentiellement de 2 possibilités. Soit adopter son bel enfant, soit demeurer juridiquement un étranger à son égard. Autrement dit, le tout ou rien. Entre ces 2 extrêmes, il n'existe pratiquement rien. L'adoption constitue évidemment un formidable instrument juridique lorsqu'elle correspond à la réalité familiale. Mais elle n'est pas adaptée à toutes les situations. Car adopter, ce n'est pas seulement reconnaître un attachement, c'est devenir juridiquement un parent. Cela emporte des conséquences considérables. La création d'un lien de filiation irrévocable, l'autorité parentale, des droits successoraux réservataires, des obligations alimentaires. Et surtout, l'adoption peut susciter de véritables conflits de loyauté, tant du côté du bel enfant, qui peut avoir le sentiment de trahir son autre parent légal, que du côté du beau-parent, s'il a lui-même des enfants. Ajoutons que l'adoption n'est possible qu'une seule fois. Un seul beau-parent dispose donc de ce droit. C'est le prix de la course décrit par les auteurs. Une telle situation paraît difficilement compatible avec les réalités des familles recomposées contemporaines. Les autres dispositifs existants, comme la délégation partage de l'autorité parentale, demeurent quant à eux complexes, judiciaires et limités dans leur champ d'application. Ils ne répondent pas aux besoins essentiels exprimés par de nombreuses familles. Faire reconnaître juridiquement un lien affectif et une solidarité familiale, sans pour autant créer un nouveau lien de filiation, ni même partager l'exercice de l'autorité parentale. Finalement, si l'on compare avec la conjugalité, la situation est assez étonnante. Entre le mariage et le concubinage, notre droit a créé en 1999 un régime intermédiaire, le PACS, qui connaît depuis un fort succès. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer une voie intermédiaire comparable en matière de beauparentalité ? C'est précisément l'ambition de la déclaration de beauparentalité. Son principe est simple. Reconnaître juridiquement un engagement volontaire entre un beau-parent et un bel enfant sans créer de lien de filiation. Car la beauparentalité ne peut être qu'élective. Certaines relations entre beaux-parents et beaux-enfants demeurent distantes, alors que d'autres deviennent extrêmement fortes. Le droit ne doit donc pas imposer un statut, il doit offrir une possibilité.
La proposition du Congrès repose précisément sur une démarche volontaire. Ainsi, le beau-parent qui souhaite assumer un engagement particulier pourrait établir, par acte notarié, une déclaration de beau-parentalité. Le lien créé n'empiéterait pas sur l'autorité parentale des parents. Chacun conserverait sa place. Précisons que par beau-parent, nous désignons le beau-père ou la belle-mère, mariés ou pacsés depuis plus de 2 ans, avec un des parents légaux de l'enfant. Quels seraient les effets de cette déclaration de beau-parentalité ? Pendant la minorité de l'enfant, les effets demeureraient volontairement limités. Le beau-parent s'engagerait à assurer un devoir d'assistance à l'égard de l'enfant, ainsi qu'une obligation alimentaire à titre subsidiaire en cas de besoin. Il interviendrait en soutien du parent et non en substitution. En contrepartie, un devoir de respect réciproque serait imposé. L'idée est simple, transformer une solidarité morale existante en un engagement juridique assumé. Ce lien serait irrévocable pendant la minorité de l'enfant, sauf révocation judiciaire pour motif grave. Dans l'hypothèse du décès du parent légal, le lien serait maintenu tacitement avec un droit de visite et de correspondance. En cas de rupture du lien conjugal, que ce soit par divorce ou par rupture du PACS, le lien de beau-parentalité cesserait. Enfin, à la majorité du bel enfant, il tomberait automatiquement avec possibilité de réitérer par la suite. À la majorité de l'enfant, la déclaration d'engagement se contractualise et deviendrait bilatérale, créant un devoir d'assistance et de respect mutuel, ainsi qu'une obligation alimentaire subsidiaire réciproque. Le dispositif serait librement révocable par chacune des parties. Le décès du parent légal ou la rupture du lien conjugal serait alors sans effet sur le lien de beau-parentalité créé. Quels seraient les bénéfices d'une telle réforme ? Le premier est symbolique mais essentiel. Reconnaître juridiquement la place particulière du beau-parent. La déclaration de beau-parentalité permettrait ainsi de passer d'une situation de fait à une situation de droit. Le deuxième bénéfice concerne l'enfant. Dans un contexte où l'enfant a déjà été confronté à la séparation de ses parents, il est important de pouvoir lui apporter un repère stable et sécurisant. La déclaration de beau-parentalité offrirait un cadre juridique à une relation affective durable. Elle consacrerait une responsabilité choisie, celle d'un adulte qui a décidé de s'engager durablement auprès de l'enfant. Le troisième bénéfice consiste à ne pas dénaturer l'institution de l'adoption. Comme on l'a vu, elle a des conséquences très importantes. L'adoption ne doit pas devenir un outil détourné, destiné à donner un cadre juridique et fiscal à une relation de beau-parentalité. Dans bon nombre de familles, chacun souhaite conserver sa place propre. Parents, beaux-parents, enfants, sans confusion, sans concurrence, sans fiction juridique. La déclaration de beau-parentalité permet précisément cette reconnaissance sans travestissement de la réalité familiale. Enfin, cette réforme présenterait un intérêt patrimonial majeur. Elle faciliterait les transmissions dans les familles recomposées. Ces questions, autrefois marginales, seront demain nombreuses et au cœur des préoccupations successorales. Trouvons-nous normal qu'un beau-parent qui a vécu avec un enfant pendant 10 ou 15 ans soit fiscalement traité comme un étranger avec une transmission taxée à 60%? Cette situation apparaît de plus en plus difficile à justifier au regard des réalités familiales contemporaines. C'est pourquoi le Congrès a proposé un alignement de la fiscalité des beaux enfants sur celle des enfants, lorsqu'une déclaration de beau-parentalité serait conclue, à l'instar de ce qui existe déjà pour l'adopté simple de l'enfant de son conjoint. Naturellement, un tel dispositif devrait être encadré afin d'éviter tout abus, notamment par des conditions de délai. Il permettrait ainsi d'assurer une cohérence entre la réalité des solidarités familiales et leur traitement juridique et fiscal. Car le fiscal ne doit pas être déconnecté du civil. Pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse, encore faut-il, à notre sens, pouvoir démontrer l'existence préalable d'une solidarité familiale. C'est précisément ce que permettrait la déclaration de beau-parentalité. Pendant longtemps, la famille s'est construite autour du sang et du mariage.
Aujourd'hui, elle se construit également autour de la volonté, de l'engagement et de la solidarité choisie. Notre droit a déjà su accompagner ces évolutions en matière de conjugalité. Il lui reste sans doute à accomplir un pas supplémentaire en matière de parentalité. La déclaration de beau-parentalité offre une réponse fondée sur la liberté, la responsabilité et l'intérêt de l'enfant, tout en préservant la cohérence de notre droit. Je voudrais à cet égard saluer et remercier très chaleureusement Monsieur le député Sébastien Huyghe, que l'on a entendu il y a quelques instants. Dans le prolongement des travaux du 121e Congrès des notaires de France, il a déposé le 13 janvier dernier une proposition de loi portant création de la déclaration de beau-parentalité. Nous espérons que cette traduction législative trouvera sa place dans notre droit, sous cette législature ou sous une prochaine. Les évolutions familiales que nous observons ne sont pas passagères. Elles s'inscrivent durablement dans notre société et appellent tôt ou tard une réponse du législateur. Pour terminer, et pour ceux qui souhaiteraient approfondir cette réflexion, un article sur la déclaration de beau-parentalité va paraître prochainement dans la semaine juridique notariale, écrit par mon amie et co-rapporteuse du Congrès, Maître Véronique de Gendalabattie, ici présente. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, je rappelle qu'on aura l'occasion d'y revenir plus largement à l'automne dans le cadre d'un webinaire. Et très rapidement, on vous communiquera les dates de cet événement. Et on aura le temps de repasser sur ce sujet. Voilà. Est-ce que y a des questions sur cette proposition? Ah, une question. La situation des coparents, la coparentalité, est-ce que la déclaration de coparentalité peut être intéressante pour la question? Par coparent, vous attendez la pluriparentalité? Effectivement, l'adoption, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on ne peut adopter qu'une seule fois. La beau-parentalité, nous avons réfléchi, toute l'équipe du Congrès, est-ce qu'il était possible de prévoir plusieurs déclarations de beau-parentalité et nous en sommes venus à la conclusion que ça serait possible dans chaque lignée, une seule par lignée. Donc, ce qui permettrait de compléter dans une lignée l'adoption une seule fois et dans une autre lignée une déclaration de beau-parentalité ou dans chaque lignée une déclaration de beau-parentalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Pas d'autres questions? Si. Bonjour, j'en aurais bien une pour Jean-Paul Mattei qui nous fait le plaisir et l'honneur de participer à notre matinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou partager quelles peuvent être les discussions au sein de l'Assemblée nationale sur un tel sujet? Comment est-ce que les divers mouvements peuvent se prononcer et quelle chance on peut avoir de voir progresser cette question éminemment délicate? D'abord, je suis très intéressé par ce que vous dites et mon collègue tout à l'heure, Sébastien Huyghe, parlait de textes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une niche parlementaire qui est des GDR qui va proposer des textes. Ce qu'on appelle des propositions de loi dans le cadre de niches parlementaires, mais qui, hélas, ont parfois peu de chances d'aboutir par l'effet de la navette parlementaire et autres. Aujourd'hui, je vais vous répondre, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas adopter grand-chose, si ce n'est quelques textes de consensus, mais encore une fois, on fait croire à nos concitoyens que ces textes vont s'appliquer alors qu'ils ne s'appliqueront pas parce qu'ils n'ont pas été à l'aboutissement de leur cheminement législatif. Et je ne parle pas des décrets d'application qui mettent beaucoup de temps
à sortir. Alors maintenant, vous me posez la question. Moi, je pense qu'il faudrait véritablement un vrai texte de droit de la famille et de refonder un petit peu tout le droit de la famille avec ces nouveaux modes et ces nouvelles tribus, si on peut dire. Et je vois mal comment, dans un contexte de petits textes juxtaposés, on arrive à avoir une cohérence. Je vous écoutais là sur la parentalité, mais moi, ça me fait énormément réfléchir à toutes les conséquences, tous les allers-retours. Quand on a plusieurs familles recomposées qui se succèdent, avec les adoptions simples, vous l'évoquiez, moi j'ai pratiqué beaucoup dans ma carrière. Et quand cette nouvelle famille et cet adoptant, il y a une nouvelle décomposition de cette famille, on a des sujets, des véritables sujets. Moi, je me souviens d'un questionnement d'un client qui m'avait demandé s'il pouvait révoquer l'adoption qu'il avait faite parce que ça ne correspondait pas du tout au schéma qu'il avait pensé. Très compliqué tout ça. Donc ça nécessite une réflexion à long terme. Donc pour répondre à votre question, oui, on pourrait peut-être travailler sur un statut comme ça, mais je regrette, moi, qu'on n'ait pas de cohérence dans une vision globale d'une refonte d'une partie du Code civil par rapport à ça. Bon, peut-être amené à l'exposer tout à l'heure, mais voilà, pour répondre à votre question, oui, on pourrait, mais c'est très compliqué aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Le texte de Sébastien Hugues a eu des difficultés à démarrer sur certains sujets du beau-parent, du statut du beau-parent. Puis vient se rajouter une couche fiscale aussi. Vous savez très bien qu'une PPL avec un aspect fiscal tombe sous le dispositif de l'article 40 qui ne permet pas d'avoir des dispositions fiscales dans un texte de loi classique. Il faut impérativement que ça passe dans le cadre du projet de loi de finances et non pas d'un texte simple. On a eu un cas, c'était le cas sur la prestation compensatoire, où là c'était passé, ça remonte à quelques années, mais actuellement c'est très compliqué. Voilà. Merci, monsieur le député, pour cette réponse. Écoutez, merci à nouveau, Bérengère, pour cette présentation.